Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Révolution créative, l'IA au service des arts visuels et interactifs. Ce séminaire se tournera autour de l'IA au cœur de l'innovation créative, vidéo, IA et révolution des contenus visuels, l'impact de animation IA dans la création dynamique et automatisée. Et nous avons également jeux vidéo, IA et expériences interactives, l'UI et UX design, IA entre la personnalisation d'interfaces et l'accessibilité augmentée. Et enfin, nous avons les défis éthiques et futurs de l'IA dans les arts visuels et interactifs. Tout cela avec Dr Leila Aouni, enseignante dans diverses universités et tutrice en graphic design. Accordons maintenant la parole à Dr Leila. Dr Leila, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Oui, bonjour. Je suis assez habituée à voir et faire des séminaires avec l'Université Mid-Ocean et je les remercie énormément de cette confiance. Surtout qu'on va aller vers un sujet qui est extrêmement vaste, extrêmement compliqué, surtout dans la technique. C'est pour ça que je vous inviterai à voir quelques vidéos à la fin pour exposer quelques exemples, puisqu'on va surtout parler de la vidéo, des arts visuels et de l'interactivité. Il y a beaucoup de techniques, donc c'est vrai qu'il y en a aussi quelques vidéos qui vont être en anglais, vu que le français n'existe pas dans ces vidéos-là, mais je pense que tout va aller vraiment bien, puisque c'est vraiment très bien expliqué. Je ne vais pas rebondir sur ce que Madame Malak nous a présenté par rapport à ce séminaire qui s'intitule Révolution créative, l'intelligence artificielle au service des arts visuels et interactifs, avec un sommaire assez particulier parce qu'on va voir plusieurs domaines en même temps et j'espère pouvoir arriver à temps pour vous faire découvrir ce monde, le monde des arts visuels et interactifs qui est en train de faire un bond et en vitesse exponentielle ces jours-ci et le futur s'annonce encore plus volumineux dans ces techniques parce que c'est vraiment très technique et puis aussi artistique en même temps. Donc, on va voir dans la première partie, l'intelligence artificielle au cœur de l'innovation créative. Pourquoi? Parce que je voudrais vous montrer quelques petites innovations pour comprendre de quoi on parle, en fait. On va parler un tout petit peu du design graphique, on va parler aussi de l'industrie créative et on va présenter le domaine des arts visuels et interactifs. Sans ces domaines-là, sans cette présentation, on ne peut pas aller plus loin parce qu'il y a énormément de techniques qu'on va essayer de voir. Donc, c'est vrai que la partie 1, c'est plus une brève présentation parce que les domaines sont monstrueux. C'est vraiment des spécialistes et des spécialités différentes, mais qui se touchent en même temps. Donc, dans un ancien séminaire que je vous invite à le voir, la vague de l'intelligence artificielle dans la conception graphique, c'est les fonctionnalités de l'intelligence artificielle à partir des programmes et des logiciels très, très importantes où l'outil était vraiment un outil de conception et de créativité, mais le designer va avoir plutôt un état d'esprit collaboratif et je vous invite à voir quelques projets de publicité de marques ayant intégré l'intelligence artificielle dans Lacoste, Lamborghini, d'autres marques aussi telles que Louis Vuitton, Lego, des créations qui ont intégré l'intelligence artificielle, y compris dans la mode, dans les projets décoratifs, les bijoux, les paysages et aussi même dans les bases de métro, etc. Donc, c'est vraiment très, très vaste. Donc, je vous invite à le voir, ce séminaire. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est la présentation des domaines des arts visuels interactifs. Pourquoi j'ai fait le lien entre le design graphique et l'art visuel? Vous allez me dire à quoi bon? Ben, il faut le savoir parce que c'est des domaines qui se touchent énormément,
qui ont aussi les mêmes techniques. Ça veut dire un designer graphiste peut être dans la vidéo et dans tout ce qui est art visuel et interactif, puisqu'il touche à tout ce qui est art en même temps que cette fonctionnalité design. Donc, les domaines des arts visuels et interactifs touchés par l'intelligence artificielle, on va voir la vidéo et la production cinématographique, l'animation et les effets visuels, le jeu vidéo et le design UI/UX. 4 domaines tellement vastes, tellement loin l'un de l'autre, mais qui se touchent au niveau technique. Donc, c'est pour ça que je voudrais vous présenter qu'est-ce que c'est. Premièrement, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Vous savez tous que la production cinématographique, vous le savez déjà que c'était des activités liées à la création de contenu visuel. Ça veut dire des courts-métrages, des longs-métrages, des documentaires, des publicités. Ce qui nous intéresse dans ça, c'est l'aspect technique et artistique, parce que c'est un domaine non seulement technique, utilisation de caméras, logiciels, mais c'est surtout artistique parce qu'il y a une histoire à raconter, des acteurs, une scène à décorer. Donc, il y a beaucoup d'étapes principales dans la production cinématographique que vous connaissez déjà, je pense. Hein, j'ai mis quelques petites photos parce qu'il y a le développement, le scénario, le casting, la pré-production, le décor, le costume. La production, ça veut dire le tournage des films, la capture des images, des performances des acteurs. La post-production, le montage des séquences, l'audio, et puis la distribution qui est à travers le cinéma, la télévision, les plateformes maintenant de streaming que vous connaissez, telles que Netflix, etc. Et les réseaux sociaux qui ont fait aussi leur apparition. Donc, toutes ces techniques-là, on va les voir un tout petit peu juste après, avec des exemples incroyables dans l'industrie de l'intelligence artificielle, si j'ose le dire. Donc, ça, c'est vraiment le domaine aussi de l'animation et des effets visuels. Donc, ça, c'est la vidéo. Maintenant, c'est le domaine de l'animation et les effets visuels. Il y a l'animation. L'animation, c'est un art de donner l'illusion de mouvement des objets, des personnes. Je pense que vous savez tous l'animation traditionnelle Disney. Hein, j'ai mis ici un personnage mythique dans Disney. Hein, le petit chien. Et puis, il y a d'autres types d'animations, les animations 2D telles que South Park, c'est un peu 2D bidimensionnel, le film South Park. Il y a aussi les animations en 3D telles que Toy Story et Avatar. Tout le monde le connaît, je pense. Même si vous ne le connaissez pas, ces films-là que je vais vous donner, il y a plein de films, plein de jeux vidéo, vous pouvez les chercher. Hein, c'est vraiment très intéressant. C'est un monde merveilleux hein, d'animation et d'effets visuels. Il y a aussi le stop motion. Hein, il y a le stop motion avec le film L'étrange Noël de Monsieur Jack, où il y a des animations avec des figurines, mais qui ont été animées. Hein. C'est une technique merveilleuse aussi. Je vous invite à les voir aussi. Le motion capture avec le Seigneur des Agneaux. Je pense que tout le monde connaît les Seigneurs des Agneaux. C'est qu'il y a des captures sur le personnage et on habille le personnage tel que le Seigneur des Agneaux ici. On voit très bien l'acteur qui est habillé de capture partout. Et là, on habille le truc avec des images. Il y a aussi les effets visuels qui sont qui consistent surtout à intégrer des visuels ou des images qui sont impossibles à capter directement par la caméra. OK? Donc, on fait des scènes, mais on ajoute des effets visuels. Il y a les effets numériques tels que Jurassic Park. Je pense que tout le monde connaît aussi le film Jurassic Park. Il y a aussi la catégorie compositing. C'est l'incrustation d'acteurs dans des décors numériques. On voit très bien le film vert derrière et puis on habille le film vert avec quelque chose de numérique. Donc, on voit before, after, avant et après. La situation des effets visuels, aussi bien sur la création des phénomènes hein, comme le feu, l'eau et la fumée. Donc, on intègre hein, le feu et l'eau et la fumée dans une création d'effets visuels.
Hein. Puis la capture volumétrique et réalité augmentée, telle que quand on veut intégrer des objets virtuels dans des scènes réelles. Donc c'est ça le domaine de l'animation et les effets visuels. Maintenant, on va aller vers le domaine des jeux vidéo, qui est un tout petit peu plus grand que l'animation, la vidéo et le cinéma. J'avoue que c'est vraiment un monde aussi à part. Et il y a des spécialistes là-dedans. Hein, ceux qui vont être spécialisés dans les jeux vidéo, c'est vraiment une performance et des compétences assez particulières. Ce domaine englobe la création et le développement, la distribution et la consommation de jeux interactifs. Et je dis bien jeux interactifs qui sont joués dans des plateformes avec des outils tels que la console, l'appareil mobile. On sait très bien maintenant avec le casque vidéo de réalité virtuelle hein, qui est là. Donc le genre de jeux vidéo, il y a par exemple le genre action, aventure, tel que Tomb Raider. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, je jouais à Tomb Raider. C'était incroyable. C'était une innovation déjà 20 ans en arrière. Il y a le genre vidéo role-playing games tels que Final Fantasy. Ça, c'est vraiment des enjeux, des jeux où tu es dans l'immersion directe hein, avec les acteurs, bien sûr, virtuels. First-person shooter, par exemple, les Call of Duty, c'est vraiment aussi un jeu assez dur et assez violent. Hein. Les jeux de stratégie, les stratégies telles que Age of Empire, là, je vous invite à le voir parce que c'est un jeu où il y a aussi l'aspect historique. Donc, il y a un aspect pédagogique là-dedans. Et ça, c'est vraiment sympa de faire des jeux de cette sorte-là. Les jeux de sport que tout le monde connaît avec FIFA, hein, on met la manette, on va jouer, on prend le personnage qu'on veut, qui est déjà réaliste, mais qui est créé avec une intelligence artificielle. Les jeux indépendants tels que Hollow Knight, qui sont des jeux des indépendants d'une industrie indépendante. Donc, ça, ce sont les jeux vidéo, mais les jeux vidéo, il y a des composantes, des principales composantes. Ça veut dire des techniques un peu spéciales telles que la conception game design. Hein. Là, je cite Zelda. Hein, Zelda, là aussi, c'est un jeu que j'adore, hein, que c'était la Legend of Zelda. Et j'étais tellement fascinée par Zelda que j'ai visité un peu au Japon, à Tokyo, les places ou plutôt le temple de Zelda, où il y a eu, pas le temple de Zelda, mais le temple où il y a eu une idée de ce environnement qui a été devenu un environnement irréel, un environnement qui est basé sur la réalité augmentée, l'intelligence artificielle et les images et des mondes qui sont très irréalistes. C'était vraiment une première pour moi. Zelda, c'est un des jeux que j'adore avec la conception game design. Il y a aussi le développement, ça veut dire le game development, c'est des ingénieurs à part entière. Donc, une composante des jeux vidéo, il faut être vraiment très, très imprégné par la programmation. Hein. Donc, si vous êtes intéressé par ça, il faut être dans la programmation hein, et avoir aussi quelques notions hein, de HTML, CSS, programmation aussi hein, très poussée. Puis, il y a le graphisme et l'animation. Le graphisme et l'animation, c'est surtout des designers qui sont très, très concentrés sur le développement, hein, ça veut dire game development, mais c'est de l'animation telle que Red Dead, hein, où il y a un environnement qui est animé graphiquement, hein, qui est vraiment une prouesse aussi au niveau graphique. Il y a aussi une des composantes, c'est la musique et le design sonore. Il y a ceux qui s'intéressent surtout à la sonorité, donc il y a la musique telle que Doom Eternal. Là, on voit l'acteur qui fait, ou quand il joue et quand on joue avec, hein, il y a
des sons qui arrivent, qui ajoutent une valeur à l'animation. Et il y a le distribution and marketing dans les canaux de distribution tels que PlayStation, Apple Store et l'achat aussi et les abonnements. Et je cite le dernier qui est Fortnite que je ne prouve pas personnellement parce que il est assez dur pour les enfants. J'ai vu des enfants qui ont été très imprégnés par ce jeu et qui ne veulent pas décrocher de leur réalité. Donc, il est trop prenant ce Fortnite. Même si je vous invite à le voir aussi, hein. Le quatrième design qu'on va voir, et là, j'ai fait un séminaire sur le design UX que vous pouvez voir parce que c'est passionnant le domaine UX qui est une discipline centrée sur la création d'interfaces numériques et de l'interactivité. Donc, ça repose un peu sur l'esthétique, l'ergonomie, la fonctionnalité. C'est pour ça qu'il y a le UX design et le UI design, hein, le UX se concentre sur l'expérience visuelle, alors que le UI designer se concentre sur l'apparence visuelle. Et par exemple, il y a beaucoup de designers graphistes qui s'intéressent à UI design seulement. Il est aussi basé sur des outils tels que le wireframe, le prototypage avec des logiciels tels que Figma et Adobe XD. Puis aussi, le recherche utilisateur, la création graphique, c'est normal. Et puis aussi des testeurs, des gens qui testent l'interface elle-même avant d'aller vers la programmation. Donc, voilà une petite introduction sur ces domaines-là qu'on va voir dans les industries créatives. Parce que l'introduction de l'intelligence artificielle va accélérer ce processus créatif. Il devient lui-même un outil de conception. Donc, l'intelligence artificielle va redéfinir plusieurs rôles de créateurs. D'ailleurs, dans la vidéo et le cinéma, on optimise le montage vidéo en ajoutant automatiquement des couleurs, on crée des effets spéciaux avec des feedbacks, c'est ce qu'on va voir juste après, parce qu'il y a beaucoup de mots techniques. Je sais très bien que si vous n'êtes pas habitué, il fallait qu'on développe. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est vraiment un séminaire costaud d'informations assez particulières. Et j'ai ajouté la définition, je répéterai tout le temps, parce qu'il fallait bien, pédagogiquement, il fallait que vous compreniez. Dans l'animation et les effets visuels, l'introduction de l'intelligence artificielle en temps réel va générer des textures complexes, des captures des mouvements. Elle va créer aussi des personnages plus expressifs. Donc, c'est vraiment intéressant. Dans les jeux vidéo, l'intelligence artificielle va automatiser la création des paysages et l'interaction des joueurs. Elle va aussi créer des mondes immersifs. C'est vrai, dans le jeu vidéo, on est dans l'immersion totale dans le jeu. Rappelez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure, le Fortnite, où beaucoup d'enfants se sont immersés dans ce jeu-là, et c'est vraiment très difficile pour les mamans d'en faire sortir leurs enfants de ce monde-là. Il y a eu, j'ai vu plein de trucs comme ça, et ça a réfléchir, donc. Dans le design UI/UX, c'est en fait, on améliore le design UI/UX avec l'analyse des performances et le design personnalisé. Et on génère des maquettes pour tester et optimiser l'interaction et surtout l'interface et sa fonctionnalité. Donc, l'intelligence artificielle est partout dans ces domaines. Croyez-moi, c'est quelque chose d'incroyable. Moi-même, j'apprends tous les jours. OK? C'est fou ce qui se passe. Moi, je suis un peu passionnée et j'aimerais bien que vous serez passionnés comme moi, même si j'ai un tout petit peu de réticence quelque peu et qu'on va voir dans la conclusion à la fin quels sont les défis du futur. Mais restons maintenant dans la partie 2 qui va être qu'est-ce que c'est que cette intelligence artificielle dans la révolution des contenus visuels? On va voir la génération de contenu, l'édition automatisée, la production, l'impact de cette intelligence artificielle sur la production et la post-production. On commence par la génération de contenu. L'image que j'ai mise ici, elle est vraiment là où il faut parce que c'est le deepfake.
qui remplace un acteur, qui rajeunit l'apparence d'un acteur, le rééchantillonnage d'images, l'amélioration de la qualité vidéo, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu et c'est un tout petit peu dangereux. Je me rappelle quand il y a eu les deepfakes, les premiers deepfakes, il y a eu pas mal de femmes au nord de l'Amérique qui ont été remplacées par une image de pornographie et c'était vraiment très difficile de résoudre ça légalement. C'était une bataille incroyable. Donc, au début de deepfake, il y avait vraiment une question éthique qui se pose réellement. Donc, faites attention de mettre toujours vos faces sur Internet. Il ne faut pas en abuser. Alors, c'est quoi le deepfake? On revient sur ça, remplacer un acteur, rajeunissement de son apparence. En fait, l'algorithme remplace l'acteur et il rajeunit son apparence. Il peut même recréer l'acteur, même s'il est mort. OK? Donc, c'est hyper réaliste. Les visages sont remplacés et manipulés. Donc, le Deepface Lab et Synthesia, ce sont des plateformes qui sont utilisées pour produire ces vidéos. Avec la voix, c'est incroyable. Alors, on va voir un peu, parce que ça, c'est une vidéo qui est le rajeunissement de l'acteur dans le film The Irishman. C'était en 2019, c'est 5 ans en arrière. La technologie de de-aged, de rajeunissement de Robert De Niro et de Al Pacino. Et là, on va voir un tout petit peu juste un peu, on va pas aller plus loin parce que c'est une vidéo qui est extrêmement longue. Alors, ça, c'est le film. On va aller vers les dits. Regardez comment les concepteurs, comment ils parlent de ce. Regardez Al Pacino et les deux Robert De Niro. Et on va voir comment le scénario a été organisé pour en faire des... regardez, les caméras et la technique. On va voir les images. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous invite à le voir. OK? Alors, on va aller et vous voyez que c'est tellement incroyable. Regardez Robert De Niro, comment il est rajeuni. Il n'est plus jeune maintenant. On le sait que c'est un homme qui a 70 ans et plus. Mais c'est le feedback. Regardez comment ça se fait. Ça, c'est la réalité. Mais regardez le rajeunissement. Waouh, c'est quelque chose, voyez-vous? Alors, on va aller un tout petit peu plus loin pour voir la technique. C'est vraiment une technique très, très technologique de caméra, de fil, de logo, de logiciel. Regardez la 3D de Robert De Niro. Là, on est dans quelque chose d'incroyable. Je vais aller un tout petit peu plus loin pour que vous pouvez regarder ce qui s'est passé, techniquement parlant, dans un film qui est extrêmement lent et les images sont détectées une par une. Ils ont mis De Niro et Al Pacino avec leurs images des années 60, 70 quand ils étaient jeunes. Et là, ils ont recréé un deepfake incroyable, une performance, une prouesse technologique, franchement. Je vais aller un tout petit peu plus loin pour que vous voyez. Regardez, ça, c'est vraiment des deepfakes. C'est tellement réaliste. Wow, c'est effrayant même. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas mettre vos images partout. Donc, je ne sais pas si vous comprenez mon enthousiasme. Regardez comment ça se fait là. C'est tellement de techniques de deepfake qui est de trois modélisations. Et c'est incroyable le rajeunissement à travers les personnages qui vieillissent, c'est incroyable. Regardez l'image, comment elle est devenue. Je vais aller un tout petit peu plus loin pour montrer cette technique. Regardez, à travers les âges et les années, comment on pourrait faire d'une image et remplacer le visage d'un autre aussi.
Donc, voilà. Donc, ça, c'est une... on va aller un tout petit peu pour voir qu'est-ce que les deux réalisateurs ont essayé de faire. Regardez l'imagination. Waouh! En un seul clic, on peut faire un rajeunissement. OK? C'est incroyable. C'est même un peu effrayant, mais c'est une technique superbissime pour la vidéo. OK? Je pense que c'est suffisant, hein. On va aller vers on terminera bien sûr notre séminaire, parce qu'il y a beaucoup de vidéos, hein, vous inquiétez pas. Ah oui, hein, on est dans la vidéo, c'est normal. OK, donc on va avoir le deepfake, les rééchantillonnages d'images, hein, et l'amélioration de la qualité vidéo au même temps que les deepfakes, OK? Et l'impact, c'est surtout que parfois, ce rééchantillonnage d'images va préserver les œuvres cinématographiques historiques, hein. On voit l'image des films, par exemple, qui sont dans liste historique de que Charlie Chaplin. Je ne vais pas mettre aussi Charlie Chaplin, c'est quand même très difficile. Là, on est limité par le temps, hein. Donc, la préservation d'œuvres cinématographiques historiques, hein, qui va être avec cette technique-là de vidéo, avec l'intelligence artificielle. Et puis, on réduit des coûts pour la création de contenu de haute qualité, puisque la haute qualité va de soi avec l'intelligence artificielle. Et on améliore en même temps la qualité vidéo avec ces algorithmes qui ajustent la luminosité, les vidéos tremblantes des films de 1920, de films de 1940, les couleurs en même temps. Il y a beaucoup de documentaires aussi qui sont réalisés de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale. On voit des couleurs, hein. Donc, c'est ça l'intelligence artificielle, hein. OK? Autre chose aussi, regardez un petit truc qui va... ça, c'est en français, je vais le mettre parce que c'est vite fait. Attends, j'ai pas premium, je suis désolée. Je vais ignorer. La qualité de vos photos et vidéos en quelques clics grâce à l'intelligence artificielle. Alors, cette vidéo est faite pour vous. Cet outil fait... Ouais, vous voyez comment on fait de 720 kilos à 8 kilos. La qualité, elle est... c'est incroyable, hein, c'est super intéressant. Regardez des exemples, hein, non seulement de réalisation d'images, mais c'est surtout... Et alors, il vous explique ici que c'est plusieurs fonctions qui sont utiles. Il y a tellement de logiciels. Vous pouvez faire ça par vous-même. Vous téléchargez un logiciel et puis vous améliorez la qualité de votre image, hein. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein. Regardez, c'est tellement, tellement incroyable, hein, de créer et facile pour la réparation de photos, la réparation de fichiers, la réparation de la résolution. C'est même la réparation audio, hein. Donc, ce sont des liens ils sont, peut-être qu'à la fin du séminaire, je vais faire un copier-coller de tous ces liens-là de vidéos pour que vous ayez le temps de les revoir parce que c'est très intéressant, hein. Donc, voilà, ça, c'est l'image. On va aller un tout petit peu plus loin pour vous montrer un tout petit peu l'image, comment elle peut devenir avec un modèle général et augmenter x2, x3 la qualité de l'image, hein. Donc, regardez ici, on peut voir les deux. Ça n'a rien à voir, même si l'image est complètement détériorisée, hein, mais il y a une réalisation incroyable et des images qui sont réalisées et retapées même, hein. Ils sont en train d'être retapés. J'ai même failli me retaper le visage. Je me suis dit, oui, pourquoi pas, je vais faire mon visage rajeuni, beau, avec des couleurs. Ah, c'est tellement incroyable. Regardez l'exemple qui vous montre, hein, avec le choix de modèle. C'est juste en un clic. C'est en un clic une image en noir et blanc qui deviendra avec toutes les couleurs, hein, qui doivent être générées directement sur ce logiciel. Donc, c'est un outil
incroyable aussi. OK? Avant, nous avons ceci. Excusez-moi, je vais revenir sur notre excusez-moi. OK. Alors, donc, voilà, donc je vous laisserai juste à la fin tous les liens que je vous montre. Maintenant, l'édition automatique et la reconnaissance de scène. Dans la vidéo, il y a aussi l'édition automatique de vidéo et la reconnaissance et l'indexation automatique des scènes et l'utilisation dans les médias. C'est un domaine qui est spécial vidéo. Je vous dis qu'on va avoir 4 groupes franchement incroyables. Vous allez être émerveillé par tous ces exemples. Et la vidéo peut être automatisée avec des tâches d'édition répétitives. Donc, ça veut dire que le designer, ou plutôt le créateur de vidéo, il ne va pas faire un montage image par image. Il va se baser sur des émotions et des points saillants parce qu'il va accélérer le processus de post-production. Il va aussi avoir juste un peu d'expertise et juste un petit clic. Vous avez vu déjà tout à l'heure que juste avec un petit clic, on va automatiser la vidéo. Voilà par exemple Pond5 qui propose des outils d'édition vidéo. Mais bien sûr, des éditions vidéo qui sont basées sur l'intelligence artificielle pour identifier les moments d'un enregistrement. Si jamais vous avez, par exemple, envie d'avoir une image d'eau, il va sélectionner toutes les images d'eau, etc. Donc, c'est incroyable aussi. Je ne vais pas agrandir. Et on va voir. C'est quelque chose. Donc, il y a un logiciel incroyable qui pourrait faciliter la vie d'un créateur. Donc, voilà un peu, c'est un logiciel simple et c'est ça la force de l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a de la simplicité dans la réalisation. Si on a un simple clic. Donc, voilà, donc vous mettez votre vidéo et puis on va identifier les moments clés. On n'a pas besoin d'aller chercher image par image, ce qui était un peu difficile avant. Donc, le Pond5, c'est un outil d'édition vidéo qui est pour identifier les meilleurs moments dont vous avez besoin dans votre vidéo. Donc, vous voyez, on peut downloader et puis on va faire par rapport aux bonnes annonces et les vidéos marketing, quelque chose de magnifique. Comme ça, on peut ajuster et faire des montages. Donc, voilà, ça, c'est un tout petit peu un outil de taille. Il y a aussi les reconnaissances et indexations automatiques de la scène. Donc, par exemple, Google Photos, Adobe Premiere, qui utilisent des algorithmes dans l'intelligence artificielle pour mettre la recherche rapide de contenu spécifique. C'est la même chose que tout à l'heure que je vous ai dit. Puis aussi, l'utilisation dans les médias tels que les plateformes de streaming, Netflix et YouTube, qui utilisent ça. Parce que, par exemple, si vous avez envie de regarder un film sur Netflix ou sur YouTube, vous cliquez sur un mot-clé qui recommande tout le contenu qu'il y a et vous avez votre film ou votre documentaire à regarder vite fait. Vous n'avez pas besoin de balayer tout ce qui se passe sur le net. Donc, c'est important. Tout ça, c'est fait avec de l'intelligence artificielle. Et là, je vous invite aussi à regarder un autre tutoriel qui est pour After Effects, Adobe After Effects. Comment ils peuvent ici Kevin Mandibourg sur la chaîne regarder et voir tout ce qu'il y a pour cette intelligence artificielle dans la vidéo. Adobe a révélé à quoi. Voilà, je vous laisse regarder. Pro 2025. C'est 4 minutes seulement, c'est pas beaucoup. Vous allez être surpris. Depuis l'arrivée, il y a un peu plus d'un an, de Midjourney, ChatGPT ou encore Runway, le monde de la photo et de la vidéo a radicalement été bouleversé. Les créateurs ont désormais accès à de nombreux outils
pour exploiter pleinement toute leur créativité et leurs idées les plus folles. Sur Photoshop, notamment, vous pouvez utiliser Firefly pour retoucher vos photos. Il était donc tout à fait logique que Premiere Pro se mette lui aussi à jour et propose de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA pour embellir nos montages vidéo. Remplacement de contenu. Première grosse annonce, le remplacement de contenu. Souvenez-vous, je vous avais déjà présenté l'utilisation d'Adobe Firefly avec Photoshop pour notamment remplacer un décor de forêt par un château. C'était un petit peu complexe pour les personnes utilisant ni Photoshop ni After Effects parce que j'utilisais ces deux logiciels en complément de Premiere Pro pour réaliser mon effet. Désormais, vous n'aurez plus besoin de sortir de Premiere Pro. Vous pouvez tout faire grâce à la plume en sélectionnant la zone à remplacer et vous faites tout au sein du même logiciel. Une fois cette sélection faite, vous n'aurez plus qu'à taper le prompt pour générer ce que vous voulez ajouter à la vidéo et vous pourrez faire un choix parmi 3 propositions. Dans l'exemple de la vidéo, cela peut être utilisé pour remplacer le contenu d'une mallette en quelques clics. Autre exemple, vous pourrez par exemple remplacer une montre par un autre modèle ou encore remplacer carrément le costume d'une personne et même lui ajouter une cravate. Je vous laisse imaginer l'étendue des possibilités que cela implique en vidéo sur d'autres objets ou décors. Rallongement de plan. Deuxième grosse nouveauté, le rallongement de plan. Imaginez, vous êtes en salle de montage, vous regardez vos rushs et vous vous rendez compte que vous n'avez pas filmé suffisamment de marge sur, par exemple, un plan émotif d'un acteur. Vous pouvez certes passer la fin du plan au ralenti, mais s'il y a du décor en arrière-plan, cela se fera instantanément. Désormais, grâce à l'IA, vous pourrez artificiellement rallonger la durée de votre clip pour votre montage vidéo. Cela se fera directement en rallongeant le clip ou en primant, si vous préférez, le clip sur la timeline. Intégration d'OpenAI, Pika et Runway. Troisième et très grosse nouveauté, l'intégration d'IA tierces. Il vous sera désormais possible d'utiliser Sora, la future IA vidéo signée OpenAI, pour créer des plans d'illustration dans vos vidéos. On peut le voir sur cet exemple où le monteur sélectionne la zone à truquer et utilise Sora pour créer une vue de la ville à travers la fenêtre qui raccorde parfaitement avec le plan précédent. C'est fou, non? Moi, je suis fascinée. Utilisant Runway, où une vue intérieure en voiture de nuit est ajoutée au montage. A new video clip and adding it to the timeline in a snap. And content credentials coming to Premiere Pro this year will always make transparent whether AI. Suppression d'objets indésirables. J'ai mis cette nouveauté en dernier tout simplement parce que After Effects propose déjà une fonctionnalité nommée remplissage d'après le contenu qui ressemble beaucoup à cette nouveauté. Maintenant, plus besoin de passer par After, vous pourrez directement sélectionner avec la flèche de sélection les objets à retirer dans vos vidéos sur Premiere Pro et les supprimer très rapidement. With Firefly. Remove unwanted props, crew or gear, or copyrighted elements like brand logo. Cette vidéo touche à sa fin. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Ouais, moi, ce qui est fou, c'est cette nouveauté vidéo. Je vous dis que c'est incroyable cet impact de l'intelligence artificielle. Vous avez vu là, la vidéo, je vous les ai laissée au complet parce qu'elle était en français et puis aussi, elle est bien expliquée avec ces logiciels très professionnels qui sont Adobe Premiere dans l'Adobe CC que j'utilise moi-même puisque je suis designer. Et on va voir là maintenant l'impact de l'intelligence artificielle sur cette production de films, de post-production et des plateformes de diffusion. Vous avez vu, je pense qu'avec moi, cette création virtuelle qui est dans la production, donc elle réduit énormément les coûts de production. C'est une aubaine pour Hollywood et tout le reste. Puis aussi, la diffusion, les algorithmes de l'intelligence artificielle personnalisent un tout petit peu le contenu que vous avez vu tout à l'heure avec la vidéo. On perfectionne le format, les spectateurs, les émotions, à effacer, ajouter des images. Et la post-production, c'est l'optimisation et l'innovation. Ça veut dire que l'intelligence artificielle simplifie le travail des monteurs et spécialistes en effets visuels. Vous voyez, c'est avec un simple clic dans Adobe After Effects ou Adobe Premiere. Tout est réglé. C'est fou ce qu'il y a. Avant, il y avait Adobe After Effects et Adobe Premiere, mais il n'y avait pas cette notion de Firefly ou d'autres intelligences artificielles. Là, il y a cette petite bande, on écrit juste le script et tout se fait directement. On n'a pas besoin de passer par des graphistes pour effacer une image, etc. Ça se fait au même temps que la production et le montage vidéo.
Donc, voilà, ça c'est pour la vidéo. On va aller voir l'animation maintenant. Hein. L'animation est aussi un monde. Waouh, c'est quelque chose aussi, l'animation, l'intelligence artificielle dans ses créations dynamiques et automatisées. On va voir l'animation procédurale, la synthèse des voix et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les logiciels de modélisation et de rendu. Alors, on va commencer par l'animation procédurale et la génération de mouvements réalistes. C'est une prouesse, comme je vous ai dit, c'est une révolution dans l'animation et bien sûr dans les effets visuels. On va commencer par, bien sûr, à voir l'animation procédurale. Qu'est-ce que c'est que cette animation? Ça veut dire qu'on va analyser des vidéos des mouvements humains pour entraîner des modèles de reproduction des animations réalistes. On va être de plus en plus réaliste. L'intelligence artificielle permet aussi de générer des animations basées sur la loi des physiques, par exemple le truc des cheveux, les vêtements, l'interaction entre le personnage et son environnement. Et son impact va être la fluidité accrue des animations et puis réduire les efforts des keyframing, ça veut dire les scène par scène, image par image, que dans les années 40, pour produire un film, il reste 2 ou 3, 4 ans pour juste le montage. Alors que nous, ça se fait en une demi-heure. Donc, il y a la technique aussi de motion matching, tel que le jeu The Last of Us Part 2 qui utilise tout un système d'intelligence artificielle. Ça veut dire que les meilleures animations sont basées et adaptées dans le mouvement des personnages par rapport à leur contexte. Et je vous invite à voir juste cette animation. Qu'est-ce que c'est que cette motion capture? Attendez, je vais les mettre en grand parce que là, ça mérite d'être vu. C'est vite fait. Je suis désolée, j'ai pas... Ouais. On va aller dès le départ. Désolée. Donc, des captures telles que dans Le Seigneur des Anneaux. Rappelez-vous des exemples que j'ai donnés au départ. Donc, il y a des captures. C'est et puis, on va aller érabiller. Donc, on pousse le réalisme à fond. Parce que le mouvement, voilà les acteurs, qu'est-ce qu'ils jouent, alors que tout est habillage. C'est un contrôle précis des mouvements. Regardez comment ça se fait. Voyez-vous, cette scène qui était en capture motion est là, comme si c'est réaliste. C'est très précis. Eh oui. C'est fou, non? Ok, on y arrive petit à petit. Puis, il y a aussi la synthèse des voix. La synthèse des voix dans l'animation, c'est que l'intelligence artificielle synthétise la voix. Il y a vous pouvez même voir votre voix qui est complètement ajustée. Et là, c'est une technique d'animation. Donc, c'est pour ça il y a aussi des fraudeurs maintenant dans le net qui utilisent des images de propagande pour réaliser des deepfakes avec la même voix. On a vu avec les élections américaines, qu'est-ce qu'on a pu faire comme fake news, ok? Et cela comme si c'était le président qui était en train de parler au peuple, alors que ce n'est pas vrai du tout, c'est tout à fait inventé. Donc, la synthèse vocale qui est améliorée par l'intelligence artificielle et la synchronisation qui est l'analyse du fichier audio qui est ajustée à un mouvement des lèvres. On voit très bien cette partie-là dans les traductions. Quand vous regardez un film sur Netflix et vous changez la langue, eh ben, ça correspond aux lèvres des personnages animés. C'est incroyable. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. On est déjà là, on est vraiment là, on est vraiment là-dedans.
Regardez, je vous invite à voir cette vidéo hein, qui est vite fait. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation, cette fois-ci dédiée à un nouveau logiciel de la suite Adobe, c'est Character Animator. Alors Character Animator, c'est un logiciel qui va vous permettre d'animer rapidement vos personnages 2D en partant soit d'un fichier Photoshop, soit d'un fichier Illustrator. Donc vous verrez pendant cette formation toutes les fonctions du logiciel et aussi les différents workflows pour pouvoir créer à partir d'Illustrator, créer à partir de Photoshop vos personnages et ensuite enregistrer et exporter votre animation dans After Effects pour finaliser votre travail. Ce sera l'occasion aussi de voir les différentes fonctions de comportement de ces personnages-là qui vont vous permettre de créer des systèmes de particules, par exemple, mais encore des comportements un petit peu plus évolués. Donc, j'espère que cette formation va vous plaire. Vous voyez, il est en train de parler, mais l'animation se fait automatiquement. Ça, c'est Adobe Creator Animator. C'est incroyable, les logiciels d'Adobe et puis encore d'autres logiciels. Il n'y a pas que Adobe, mais c'est vraiment incroyable. Ça veut dire que je crée mon personnage directement et puis je fais bouger ma tête et là, il me prend en référence. Donc, avec la voix aussi. Hein, donc, c'est super intéressant. Troisième partie dans l'intelligence artificielle avec les logiciels de modélisation et de rendu dans l'animation, on est encore dans l'animation, c'est que l'animation utilise des logiciels de modélisation et de rendu. Regardez les visages, les animations, cette image était vraiment bien choisie. Hein, il y a aussi Blender. Hein. Donc, dans l'animation, la modélisation 3D, c'est ça, la modélisation 3D à partir des croquis et des dessins volumineux et complexes. Hein. On génère aussi des décors. Hein. Rappelez-vous de notre partie 1, on génère de la 3D avec des... pour animer les décors, on n'a plus besoin de faire une photo, on se déplace pour avoir l'animation, etc. Donc, tout est environnement détaillé à partir d'éléments de base. Et le rendu serait un rendu qui supprime tous les bruits, ça veut dire toutes les choses inutiles dans les images générées. Et il y a un logiciel incroyable, je vous invite à le voir avec des tutoriels qui s'appelle Blender. Hein. C'est des programmateurs qui l'utilisent, mais il y a beaucoup de graphistes qui se sont convertis dans Blender de la 3D, mais il faut avoir une bonne base dans la programmation. Mais c'est super intéressant, tel que par exemple, on voit, je ne sais pas si vous connaissez Toy Story, hein, excusez-moi, hein, avec Pixar qui utilise des algorithmes pour optimiser le rendu du film avec des visuels complexes en temps réduit. Alors, je vous invite à voir cette vidéo. Je ne vais pas la mettre tout en entier parce qu'elle est très longue. Et là, je vais la mettre en grand puisque c'est en français, donc on pourrait la voir tranquillement. D'image de synthèse Pixar. Eh oui. Tout commence dans les années 70 au sein de Lucasfilm, le studio de George Lucas. Donc, on ne va pas aller vers la vidéo, comment elle était faite, mais on va aller vers notre... Créer une sorte de boîte en interne graphique. Voilà. Et un certain Toy Story en 1995, le premier long métrage réalisé en images de synthèse. Là, on ne se rend pas compte, mais à l'époque, c'est une révolution. Le succès est phénoménal et c'est le début de l'ère Pixar, telle qu'on la connaît. Aussitôt, les studios enchaînent sur le deuxième film et vont se rajouter des challenges pour développer encore plus leur logiciel et leurs techniques. Comme dans le désormais culte 1001 pattes, dans lequel le spectateur est plongé dans un monde à hauteur de fourmi. Ouais, ça, c'est Steve Jobs. Hein. C'est dire l'importance prise par le petit studio devenu grand. Disney réfléchit donc à racheter l'entreprise. Steve Jobs va alors négocier le meilleur contrat pour faire perdurer Pixar. Eh oui, parce que Disney voudrait le remplacer. Donnant, donnant.
Depuis, Pixar enchaîne les classiques et a surtout permis à Disney de moderniser son style avec des films comme Cars, Ratatouille, Lao, Vice Versa et plus récemment Luca et Saul. Le studio a remporté pas moins de 19 Oscars. C'est un peu comme si chaque nouveau film était une masterclass en termes de storytelling et d'animation. Au niveau des updates, Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin. Le plus important, vous l'avez vu. Donc, on enchaîne avec maintenant les jeux vidéo. Hein. Donc, l'animation, les films, c'est incroyable. Je sais pas, moi, à chaque fois quand je regarde ça, et puis j'y vais chercher quelques animations, et puis aussi quelques tutoriels, je suis aussi fascinée que là, maintenant, devant vous, comme si je les ai vus la première fois. Alors, troisième monde, c'est le jeu vidéo et l'intelligence artificielle avec l'expérience interactive. Tout le monde a vu cette manette des années 90, ben, jusqu'à maintenant, elle résiste. Hein. Et puis, on va voir la génération des environnements et des niveaux de jeu, la création des personnages, puis le rôle de l'intelligence artificielle dans cette personnalisation de cette expérience. Hein. Alors là, pour la génération des environnements, vous avez vu comment les grandes entreprises de gaming et d'animation sont en train de produire des mondes vastes et variés. Hein. C'est vraiment impossible de les concevoir manuellement dans les années 40. On ne peut pas avoir ça. Maintenant, les avantages de cette génération d'environnement, c'est la réduction des coûts de création. Hein? Et puis, les variations qu'il peut y avoir, les potentialités dans le jeu vidéo. Et c'est ça le but du jeu. Hein? Un jeu interactif, ça veut dire que je suis dans le potentiel. Si je choisis ce chemin, comment ça va être? Si je choisis l'autre, comment ça va être? Et c'est incroyablement fou. Donc là, le jeu vidéo, je vais aller voilà. montrer une vidéo. Selon Rest of World, de nombreux développeurs chinois ont commencé à utiliser des générateurs d'images basés sur l'IA plutôt que des illustrateurs humains. Alors, comment l'IA façonne-t-elle cette industrie en Chine? Donne-toi. L'IA est en constante évolution. Elle transforme de nombreux secteurs, dont celui des jeux vidéo, plus spécifiquement en Chine. Avec une énorme croissance, ce pays est devenu un acteur clé sur la scène mondiale des jeux vidéo. Xiaoti, un développeur indépendant, a avoué que lui et d'autres développeurs du même gabarit utilisent l'IA comme manière d'économiser de l'argent. Avant, ils confiaient leur activité à des freelances en externe, mais maintenant, l'IA permet de créer des personnages et des images d'arrière-plan à moindre coût. Léo Lee, recruteur dans l'industrie du jeu vidéo, a constaté une baisse de près de 70% des emplois d'illustrateurs en un an. Pire encore, les employeurs encouragent aussi les artistes à utiliser l'IA pour améliorer leur productivité. Alors l'IA, c'est plutôt une menace ou une innovation pour l'industrie du jeu vidéo? I will destroy humans. Les générateurs d'images tels que Midjourney et DALL-E ont gagné en popularité depuis février et leur utilisation s'est développée de manière exponentielle. Aussi, ah oui, hein, c'est petits exponentiel. développeurs, des géants régionaux tels que Tencent et NetEase. L'IA est utilisée pour créer des personnages, des lieux et des supports promotionnels. Elle s'immisce également dans d'autres départements du développement de jeux, tels que l'écriture, le doublage et la conception, influençant ainsi les perspectives d'emploi des artistes humains. Les artistes du secteur des jeux vidéo en Chine craignent d'être remplacés par une IA, une peur aussi partagée par les artistes d'autres domaines créatifs, et ce, partout dans le monde. La baisse du nombre... Alors, je vais laisser ici parce que vous voyez que l'intelligence artificielle est partout. Hein, et vraiment partout. Et là, on se demande pas mal d'interrogations. Alors, pour la création de personnages aussi dans la vidéo, hein, vous voyez que la Chine était le premier producteur, donc les jeux vidéo sont une vraie industrie et cela a été remplacé avec des logiciels d'intelligence artificielle et même la création de personnages non joueurs qui sont réactifs, hein, ça veut dire que c'est des personnages non joueurs réactifs mais intelligents. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour adopter des comportements un peu bizarres, de manière à ce que le joueur réel pourrait intervenir hein, de manière directe avec son environnement. L'avantage de cette création, c'est l'amélioration de l'immersion. Hein, dans Fortnite, c'était fort comme immersion avec des interactions un peu crédible, mais aussi ça donne une profondeur stratégique hein, qui répond aux normes du jeu et à l'objectif du jeu. C'est fou ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle.
Et puis l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo, elle a permis la personnalisation de l'expérience utilisateur. Vu qu'on peut être immergé dans ce monde irréel, hein, on va aller vers cette expérience utilisateur. Hein. Donc, on est dans cette complexité dynamique entre le monde virtuel et le monde et l'expérience du joueur. Hein. Comme je vous ai dit, les mamans dans Fortnite, que leurs enfants jouent au Fortnite, a été vraiment une difficulté à les faire sortir de ce monde. Okay? Donc, c'est parce qu'il y a une interaction entre le monde virtuel et le monde réel, et les enfants peuvent ne pas avoir connaissance entre ces deux mondes-là. Mais il y a des avantages quand même dans l'intelligence artificielle. C'est qu'on engage beaucoup plus on s'engage beaucoup plus dans cette expérience, et puis on réduit la frustration des joueurs, hein, parce qu'on voudrait tellement gagner. Donc, c'est incroyable ce rôle de l'intelligence artificielle dans cette personnalisation de cette expérience utilisateur. D'ailleurs, l'intelligence artificielle analyse un peu le comportement du joueur, et ça, c'est effrayant. Là, je me pose beaucoup de questions, hein, parce qu'on peut aussi être effrayé par ce monde irréel. La narration aussi dans l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a des histoires interactives. Je réagis à l'histoire du jeu. Hein. Donc, je choisis un chemin par rapport à un autre, par rapport à mes sentiments. Là aussi, il y a aussi donc dans ce cas-ci la personnalisation de la machine. Et ça, c'est encore plus effrayant parce que certains jeux utilisent des modèles d'apprentissage hein, parce qu'ils étudient leurs utilisateurs. Ça veut dire que si je prends Fortnite encore comme exemple, je rentre et je joue. Fortnite en tant que jeu va deviner ce que je veux avoir en tant qu'émotion dans le jeu. Et là, il va s'adapter. Waouh, c'est quelque chose. Ça, c'est effrayant. Donc, par exemple, la Fortnite ajuste les offres hein, en ligne et les événements en fonction des habitudes de votre spectateur, de votre joueur. Et là, ça nous met un peu sur nos gardes. Je vais mettre cette vidéo hein, qui ne dure pas longtemps. Je vais la mettre sur le net. Excusez-moi, je vais... Hein? Obtenez jusqu'à 4% de remise. Voilà, il y a des impressions sur Fortnite. De 5 ans, Fortnite, que l'on avait presque oublié, refait surface et arrivera le 25 juillet prochain en accès anticipé. Voici nos premières impressions. Alors pour un jeu qui va être dans un premier temps en accès anticipé, on est en droit de se demander ce qu'il disposera au niveau de son contenu. Force est de constater que celui-ci est bien présent. En premier lieu, sachez qu'il y aura pas moins de 5 gros niveaux dans Fortnite, découpés en une tonne de quêtes principales comme secondaires, donc on vous laisse déjà imaginer tout le temps qu'il faudra passer sur le soft pour en voir le bout. Ensuite, et c'est là le gros point fort de Fortnite, c'est que le titre dispose d'une interface pour le moins ultra complète. Effectivement, le titre d'Epic Games vous donnera la possibilité de gérer votre base principale en lui attribuant des bonus que vous gagnez logiquement en jouant, et cela augmentera le niveau de votre base. D'ailleurs, le leveling de cette dernière est relativement important, car cela vous permettra de pouvoir accéder à certaines quêtes des 5 mondes, car si vous n'avez malheureusement pas le niveau de base requis, vous risquerez de vous faire salement laminer dès les premières minutes. Je suis tout à fait d'accord, parce que je l'ai essayé ce jeu. Attribuer certains survivants sur divers domaines et lui octroyer quelques bonus. Au-delà de ce système de leveling pour la base, qui semble plutôt prometteur, vous pouvez aussi augmenter votre personnage de niveau et octroyer quelques nouvelles compétences et bonus à ce dernier. Pour ce faire, vous aurez un arbre de talents et de paliers, en sachant qu'il y en a à chaque fois un par monde pour le coup. Il faudra du coup évidemment des points de talent glanés en jouant pour pouvoir débloquer vos fameuses compétences. Il y a concrètement tellement de choses à dire sur ce Fortnite au niveau du contenu que l'on vous détaillera tout cela à travers un article complet. Et c'est plutôt de bon augure de savoir qu'il y a beaucoup de choses. Fortnite se dotera également de classes différentes en jeu. Vous en avez 4 au total, le ninja, le soldat, l'aventurier et le constructeur, et chacun aura ses propres spécificités. Chaque classe sera pour le coup assez complémentaire avec leurs différentes capacités, et sachez que vous pourrez les augmenter à chaque fois par palier de 10 niveaux, tout comme les armes. A noter aussi que si vous allez jouer seul ou avec 1 ou 2 amis, vous allez pouvoir invoquer un défenseur lors d'une mission, ce qui remplacera du coup 1 ou 2 joueurs humains si vous ne jouez pas en équipe complète. Très clairement, le titre semble plutôt complet à première vue, et en plus d'un mode coopération jusqu'à 4 joueurs, un mode versus pourrait aussi bien voir le jour prochainement.
Mais bon, cela n'est visiblement pas encore pour tout de suite. Après cette mise en bouche sur le contenu, voyons un peu ce qu'il en est du gameplay. La jouabilité est en globalité un jeu d'action à la troisième personne couplé à des éléments de construction. Imaginez un peu un énorme taille avec des zombies. On y incarne un groupe de survivants où il faudra unir nos forces pour résister aux vagues ennemies. Il faudra alors passer par 3 phases distinctes, à savoir de la récolte, de la course. Et voilà donc ce qui se passe du côté de Fortnite. C'est incroyablement effrayant, hein, ce jeu qui prend en fonction l'habitude des joueurs. Donc, il prend vos habitudes et il interagit avec. C'est vraiment le premier jeu qui offre ce genre de choses. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres maintenant. Et dernier domaine, on arrive presque à la fin. Le dernier domaine, c'est le UI/UX design. Je vous invite aussi à voir le séminaire que j'ai fait sur le UI/UX design, qui est bien sûr l'intelligence artificielle. On a fait aussi une personnalisation d'interface et d'accessibilité augmentée qui est surtout les interfaces adaptatives, les outils, le prototypage et puis l'intelligence et l'accessibilité augmentée dans le UI/UX design. Donc là, par exemple, pour les interfaces adaptatives, l'intelligence artificielle transforme le UI/UX en des outils très sophistiqués. Hein. L'accessibilité, le prototypage rapide, elle permet aussi de créer des interfaces adaptatives afin de les personnaliser en fonction du comportement. Ça, c'est aussi intelligent. Et puis, le concept d'interface adaptative, hein, c'est que l'intelligence artificielle analyse le temps réel du comportement de l'utilisateur. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur Fortnite, c'est la même chose pour le UI/UX design. Donc, on va aller vers combien on va mettre de temps de clic, combien on va rester sur la page de web et la page web, surtout la page web. Et c'est vraiment par rapport aux préférences et aux besoins de l'internaute. Les avantages de cette intelligence artificielle, c'est que l'expérience utilisateur est optimisée. Elle est beaucoup plus intuitive. Ça veut dire elle va avec les sentiments. La réduction aussi de la frustration de ces interfaces, hein, qui apprennent à naviguer sur le site. Hein. Les outils de l'intelligence artificielle, c'est les prototypages rapides et le testeur des utilisateurs. Donc, elle introduit des nouveaux outils plus sophistiqués. Hein. Ils accélèrent le processus du design, ils réduisent les coûts des testeurs, ils améliorent aussi l'interface. Et là, dans les outils qu'il y a pour l'intelligence artificielle, on trouve surtout Figma et Adobe XD. Dans mon séminaire sur le design UI/UX, on a vu quelques prototypages sur Adobe XD qui intègrent plus de plugins basés sur l'intelligence artificielle pour suggérer un tout petit peu une mise en page, hein, okay, beaucoup plus facilement, et cela stimule les comportements des utilisateurs face à ces interfaces. L'intelligence artificielle dans le domaine du UI/UX design permet l'accessibilité augmentée. Ça veut dire qu'on améliore la reconnaissance vocale dans les sites web, y compris le web et les interfaces visuelles. Donc, c'est vraiment une charge cognitive assez intense. Hein. On va parler, on va avoir des yeux. Tout ça va être capté par le mouvement dans votre site web. Donc, ça veut dire que le net et l'écran se développent d'une manière incroyable. Hein. Donc, les avantages, c'est surtout inclure les utilisateurs avec leurs besoins spécifiques et la simplification des tâches complexes pour que le site web sera efficace. Donc, la reconnaissance vocale se fait par l'interaction vocale fluide avec des interfaces. Je pense que vous savez qu'avec l'iOS et Google Assistant et puis
Apple Siri, quand on parle avec votre iPhone, vous dites « dis Siri », et il va se déclencher et il va vous répondre parce qu'il y a une reconnaissance vocale. Ça, ce sont les sites web. Puis, les rédactions de charges cognitives, donc on structure les informations par rapport aux décisions de l'utilisateur. Et puis, les interfaces vont être encore améliorées, telles que par exemple Facebook et Instagram, qui utilisent des images générées par l'intelligence artificielle pour que l'utilisateur malvoyant, par exemple, comprenne ce qu'il y a. C'est vraiment intelligent dans ce domaine du design UX que j'adore. C'est mon domaine de dada, comme on dit. Et c'est ça la particularité. Alors, je pense qu'on arrive la dernière partie, c'est que tout ce que je vous ai montré, et hélas, il y a des défis et des défis éthiques. Et on va voir le futur de l'intelligence artificielle dans les arts visuels et interactifs. Alors, les défis seront considérés, on va voir les considérations et les enjeux éthiques que l'intelligence artificielle dans le monde art visuel, l'impact aussi sur l'employabilité, les défis et les perspectives de l'intelligence dans les médias créatifs. Je ne vous cache pas qu'il y a un certain souci dans les enjeux éthiques. Par exemple, les droits d'auteur. On sait très bien que l'intelligence artificielle soulève des questions sur la propriété de l'œuvre. Si on est artiste, je vais mettre mon image, est-ce que cette image ne va pas être utilisée ailleurs? Elle va être générée, mais utilisée. Mais donc, on se demande des questions sur les artistes originaux. Est-ce qu'ils vont être payés? Ils vont être aussi dans les droits de leur propriété. Le plagiat. Le plagiat pose aussi des questions. Le ChatGPT, par exemple, et puis les créations générées par l'intelligence artificielle, peut-être est-ce qu'elle peut être considérée comme originale? Ça, on est dans cette originalité de ce plagiat. Est-ce qu'on peut prendre les images, les transformer? Est-ce que ça devient la mienne, etc. Donc, vraiment, il y a des considérations et des enjeux éthiques dont les tribunaux doivent trouver une solution. La protection aussi des données, l'intelligence artificielle, voyez-vous, dans les deepfakes, on peut interagir avec les images. Donc, c'est des données sensibles. Donc, des inquiétudes sur la confidentialité des utilisateurs. Ça veut dire que je peux voir mon visage ailleurs dans une image que moi, je n'ai jamais mis les pieds. Donc, ça, vraiment, c'est effrayant. Donc, il faut que les législateurs trouvent des solutions. Autre chose aussi, l'impact sur l'emploi. On l'a vu dans le design graphique, dans mon séminaire de design graphique, que l'impact est surtout sur l'emploi. Donc, peut-être que les outils de l'intelligence artificielle réduisent le besoin d'intervention humaine. Donc, suppression de postes. Peut-être que les créateurs vont être remplacés par l'intelligence artificielle. Quelques émergences de nouveaux rôles, peut-être. Peut-être que le créateur doit être vraiment celui qui prend l'idée, mais il ne va pas être l'exécuteur. C'est aussi l'inégalité dans l'accès aux outils. Pour les créateurs qui ont les outils de l'intelligence artificielle, vont être privilégiés sur ceux qui ne l'ont pas. Et là, on le remarque avec le monde occidental et le monde qui est, par exemple, les pays émergents. Il y a beaucoup qui n'ont pas accès à ça. Donc voilà, ça pose quand même des impacts sur l'emploi. Troisième question et dernière, c'est les défis et perspectives de l'intelligence artificielle face à cette évolution des médias créatifs. Il y a des tendances futuristes. Dans 2030-2040, c'est la co-création homme-machine. Ça veut dire que moi, si je crée une vidéo ou une animation, je vais dire que moi, je l'ai utilisé, mais c'est aussi le logiciel X. L'immersion et l'interactivité accrue dans les tendances futuristes. Il y a aussi d'autres innovations technologiques telles que l'intelligence artificielle et la responsabilité de cette intelligence artificielle. Comment on pourrait trouver une solution là-dedans? Là aussi, les défis de l'intelligence artificielle, c'est l'évolution des médias créatifs. On voit très bien que ça part en exponentiel et on s'interroge par rapport aux tendances
culturelle, adaptation aussi des contenus en conséquence. Hein, il y a des films qu'on ne pourrait pas mettre dans d'autres contrées, hein, qui vont heurter quelques petites sensibilités humaines. Donc tout ça, c'est vraiment problématique. Et là, il faut y avoir une solution. C'est pour ça que je vous dis, moi, je reste optimiste, malgré tout ce que j'ai dit. Là, pour moi, l'intelligence artificielle reste une opportunité dans les arts visuels et interactifs parce qu'elle va redéfinir tout ce processus créatif et elle va ouvrir aussi des nouvelles perspectives. C'est vrai que c'est un défi de taille, mais qui exige une attention un peu particulière aux questions éthiques et à l'impact social. Mais je pense qu'à l'avenir, il y a une complémentarité entre l'intelligence artificielle qui reste quand même juste un outil qui enrichit cette créativité humaine. La créativité humaine, je vous l'assure, elle demeure irremplaçable à mes yeux. Je pense que pas mal d'autres artistes et pas mal d'autres designers qui le disent. D'ailleurs, j'ai mis ici, est-ce que l'art et l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle va remplacer les artistes? Et dans Le 25 octobre a eu lieu pour la vidéo, première fois la vente aux vous enchères d'un pouvez tableau réalisé par une voir, intelligence on va artificielle. terminer C'est pas là-dessus. n'importe où. C'est Steve, 6 à New minutes. York. On va terminer Cette œuvre a été réalisée à notre partir séminaire d'un là-dessus. algorithme qui a été développé par 3 Français du collectif Obvious, chacun âgé de 25 ans. Leur algorithme, c'est une suite d'instructions, exactement comme une recette de cuisine. C'est les claques du coq, c'est pas l'œuf. Vous êtes sûr? Certaine. Pour qu'il soit lu par la machine, il faut l'écrire en langage informatique. Et l'œuvre, si on peut la considérer ainsi, qui a été générée, baptisée Edmond de Bellamy, a été vendue pour 432 500 $. Il s'agit d'un portrait, visiblement d'un homme, visiblement de face, visiblement du 19e siècle. C'est du moins ce qu'on y perçoit. Mais était-ce l'intention de la machine? On a décidé de créer des portraits parce que c'est quelque chose qui résonne un peu dans l'imaginaire collectif et c'est quelque chose que la plupart des gens arrivent à identifier en fait. Et du coup, on pense que c'est bien parce que ça donne une base pour faire un parallèle en fait. Alors, on a utilisé 15 000 tableaux qui sont tous des portraits qui datent du 14e au 20e siècle. En fait, ce que la machine a fait, c'est qu'elle va identifier des traits communs entre toutes ces images. Donc, par exemple, là, elle va voir que dans la plupart des images, il y a un pixel noir ici qui correspond à un œil, un pixel blanc autour qui correspond autour de... En faisant ça et en analysant beaucoup d'images, elle va se baser sur ces analyses pour recréer une nouvelle image. Donc, elle va C'est quelque chose, hein. aux endroits où elle a l'habitude d'en trouver. Vous trouvez cela perturbant? Attendez un peu la suite. Un système du même type a permis à la start-up anglaise DeepMind, rachetée par Google, de créer à l'automne 2018 des images bluffantes de vérité. Cet hamburger ou ce chien. Tous ces progrès sont le fruit de l'apprentissage automatique. Le fait pour la machine d'apprendre quasiment toute seule à partir d'une quantité d'exemples colossale. Et dans la musique, c'est encore plus parlant. André Manoukian, star de la télévision et de la radio, s'est lancé dans l'aventure de l'intelligence artificielle avec sa start-up Musique. Elle propose notamment de générer de la musique automatiquement à partir d'un arrangement, c'est-à-dire quelques notes jouées par un humain. Les sons qui sortent de la machine ne correspondent qu'à des calculs, comme pour le tableau Edmond de Bellamy. Lorsque ces calculs sont convertis en vibrations acoustiques, celles-ci plaisent à nos oreilles. Pourquoi? Parce que les exemples à partir desquels la machine a appris étaient des morceaux qui nous plaisaient. Enfin, on a quand même évité ça à la machine. Et pourquoi certains sons nous plaisent-ils et d'autres non? Tout ça, c'est des fréquences. Quand je joue de La à 440, l'octave, elle est à 880. Donc, on est dans des rapports naturels entre les gammes. Et ce qui nous semble dissonant, c'est quand les notes sont très rapprochées. Quand on joue une note et son demi-ton, pourquoi c'est désagréable? Parce que le battement est très, très, je dirais, rapide
et on a une impression physique désagréable. Donc les sensations que nous procure la musique s'expliquent par la physique et les mathématiques. Bien sûr, ces notes, ces fréquences s'articulent en fonction de ce que l'on veut exprimer. Une tension ou un repos, par exemple. Les Allemands ont une très belle expression. Ils appellent les 3 notes de l'accord parfait, do, mi, sol, les notes du repos. Et les autres, si, ré, fa, la, ils les appellent les notes de la tension. La tension, qu'est-ce qu'elle veut? Là, je suis tendu. Là, je me repose. Voilà. Toute la dynamique et tout le récit de notre musique occidentale va se faire sur ce principe-là. Ces règles, ces recettes, il faut ensuite les écrire sous forme d'algorithmes qui sont codés dans l'ordinateur. Avec le logiciel de musique, l'humain enregistre d'abord des instruments sur des pistes que la machine va ensuite manipuler. Google a récemment publié la vidéo d'un outil à peu près similaire, un clavier de 8 touches qui va sélectionner pour vous les notes qui doivent se succéder selon des algorithmes d'intelligence artificielle. Que ce soit dans la peinture ou dans la musique, la frontière entre les œuvres créées par les humains et celles générées par l'intelligence artificielle devient de moins en moins évidente. Au printemps, on a pu le voir au Grand Palais lors de l'exposition Artistes et robots. Certaines productions semblaient tout droit tirées de la main d'un humain. Mais dès qu'il y a... Oui, nous allons... je crois que quelqu'un a levé la main. Anix, la parole est à vous. Anix? Sinon, vous pouvez écrire la question si c'est possible. Ok, Anix, je pense que vous avez un problème de connexion. Veuillez vérifier votre connexion, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont des questions, veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Oui, c'est vrai que c'est un domaine très, très vaste. C'est, ouais, oui, les liens YouTube. Désolé, c'était un petit souci de connexion. Bon, Oh, je y a pas disais de que merci beaucoup, madame, pour les explications claires. C'était bien expliqué, merci. Bon, moi, je voulais poser une question. Oui. Et la question est la suivante. Je voulais savoir quels sont les secteurs pour tirer un avantage concurrentiel significatif dans l'adaptation des liens génératifs dans les prochaines Est-ce que vous pouvez répéter votre question parce que le son est coupé? D'accord. Ma question est la suivante. Quels sont les secteurs pour tirer un avantage concurrentiel significatif de l'adaptation des l'IA génératifs dans les prochaines années? Voilà, c'est ça ma question. Dans les prochaines... Oui. Et quels sont ceux qui pourraient tirer, l'exploiter davantage dans le futur? Ah, dans le futur, en tout cas, j'ai dit que c'est déjà là le futur. OK? Donc, on est déjà dans le futur. OK? Ça, c'est évident. Donc, c'est très important que vous sachiez que l'intelligence artificielle dans le domaine de l'art, c'est pour ça que j'ai dit l'art en général, parce que tous les domaines artistiques sont concernés, y compris le design. Il faut être toujours au point de l'information. Hein. C'est vrai que les intervenants
ce sont les grandes firmes, hein, malheureusement chinoises, américaines et européennes. Hein, pour être dans ce monde-là, il faut être dans le design, dans l'art, pour pouvoir permettre à vous, en tant qu'apprenant, hein, d'être sur ce domaine-là. Il y a aussi des tutoriels incroyables sur YouTube. Il y a vraiment beaucoup de logiciels que vous devez connaître, ainsi qu'il y a aussi des formations qui sont des formations de pointe. Ça veut dire, si je veux avoir une formation dans la vidéo, je voudrais aller sur des plateformes qui sont en ligne. Vous pouvez les atteindre et bien sûr, tout est payant. Hein, et il faut, pour avoir un petit diplôme, mais c'est juste, par exemple, pour un logiciel X. Par exemple, le logiciel Adobe Premiere pour la vidéo ou Adobe After Effects pour l'animation, etc. Donc, il y a des formations pour ça. Donc, franchement, c'est ça l'avenir de l'intelligence artificielle. Il faut que vous soyez là-dedans. Parce que celui qui ne va pas être là-dedans, il va être exclu des opportunités de job. OK? Donc, peu importe la discipline. Là, on parle de l'art. Que dire de la médecine ou d'autres? Donc, on parle de l'art et il faut qu'on soit vraiment au courant de ce qui se passe. J'espère que j'ai bien répondu à vous, Annexis Art, parce que c'est ce que j'ai compris. Hein. Pour Assouci Souad, concernant les liens, les vidéos que vous allez mentionner dans votre présentation, est-ce que vous pouvez les partager? Bien sûr, je vais les partager là tout de suite. Comme ça. Laissez-moi un tout petit peu de temps pour faire du copier-coller. Hein. C'est tout simplement copier-coller. Hein. Attendez. Voilà. Je vais les mettre sur le chat. Ça, c'est le premier. Le second. Il y en a beaucoup. Hein. Je vais les mettre tous. Hein. Ce sont des liens que vous pouvez voir sur YouTube directement. C'est très intéressant, hein, de comprendre, ok, hein, qu'est-ce qui est en train de se faire. Donc, juste un instant, il y a beaucoup, donc laissez-moi un petit instant. Hein. Voilà. Toutes les vidéos que j'ai mis ici sont des vidéos que j'ai trouvées sur YouTube pour que vous puissiez les regarder. Hein. À titre reposé, à tête reposée, excusez-moi, à tête reposée. Je vais les mettre sur le chat, comme ça, peut-être Madame Malek pourrait vous pouvez accéder au chat, là, je pense. OK? Attendez, il y en a beaucoup, hein, je vous demande un tout petit peu de patience. Je vais faire vite, ne vous inquiétez pas. Hein, on y arrive. Et voilà, le dernier. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame, il y a une question. Donc, dans le monde actuel, nous voyons que l'IA est dans tout. Dans tous les secteurs, on voit qu'il y a... Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Et bien sûr, pour ceux qui veulent les enregistrements des séminaires de Dr Leila, vous pouvez bien sûr les trouver sur la chaîne officielle de l'université. Anix, vous avez d'autres questions? Il ne faut pas couper la parole des autres. Oui, je disais que bon, dans le monde que nous vivons actuellement, il y a beaucoup, nous voyons que l'IA est dans tout, dans tous les différents secteurs, on voit que l'IA est dans tout. Donc, que pourrez-vous, madame, nous dire dans quel secteur, comment dois-je formuler la question, dans quel secteur vous nous conseillez de nous focaliser? Oh là là, l'intelligence artificielle est partout, Anix, ok? Elle est partout.
dans quel domaine, c'est à vous de voir quel est votre domaine de prédilection. Hein. Je ne peux pas être à votre place, mais je pourrais vous conseiller, par exemple, le design graphique qui est là en exponentiel. Le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est un domaine qui nécessite plus de travail dans l'intelligence artificielle et il y a énormément d'embauches. Il y a aussi le UX design, le design UI UX qui est incroyable et c'est vraiment demandeur. Donc, c'est deux domaines, jeux vidéo et design UI UX, où l'intelligence artificielle a beaucoup, beaucoup à faire. Et puis, c'est les domaines d'avenir. Ah, d'accord, merci beaucoup. Il n'y a aucun problème. D'autres questions? Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Qui ont des questions? Oui, il y a beaucoup, beaucoup de questionnements, j'imagine, dans leur tête. C'est un domaine vaste et incroyable. Pas de questions? Tout est clair? Je l'espère que tout est clair. Donc, je pense que nous avons répondu à la question. Je crois qu'il y a une interaction de Swarifan. Malgré tout, le travail efficace de l'AI, je crois que dans le futur, avoir un travail fait par l'intelligence humaine serait bien vu par rapport. L'original reste l'original. Je suis tout à fait d'accord. Et oui, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que avec Léonard de Vinci qui a dit la pittura è una cosa mentale, hein, la peinture est une chose mentale, donc l'humain a son importance. Ok, je suis crois tout à fait d'accord. Tout est clair. Ouais. Désolée d'avoir coupé votre parole, docteur. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, je pense que nous avons répondu à la plupart des questions et que tout est clair. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? La seule chose, c'est que j'espère que je vous ai communiqué toutes mes connaissances dans le domaine des arts visuels et interactifs et que vous vous êtes intéressé à pas mal de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques là-dedans, mais ça reste toujours un domaine qui est fascinant et ça nous demande de réfléchir au niveau éthique, au niveau défi et au niveau futur de l'intelligence artificielle dans ce domaine. J'espère que je vous ai communiqué toutes non seulement mes connaissances, mais aussi mon intérêt très, très fort dans ce domaine, hein, avec enthousiasme, mais aussi il faut qu'on soit vigilant par rapport à toute cette intelligence artificielle. Merci beaucoup de votre attention et j'espère pour une autre fois avec d'autres séminaire sur l'art, le design et tout ce monde-là. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts et pour avoir accepté notre invitation. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention, 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 nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. On vous verra dans de prochaines activités. Ne loupez pas nos activités de la semaine prochaine, que ce soit avec le séminaire de Dr Sofiane qui a été rattrapé pour le samedi 23 novembre,
ou encore l'atelier de comment rédiger un bon article de recherche, ou encore le séminaire de Dr Asma Boualid. Merci à vous tous. Nous souhaitons une excellente soirée, fin de journée, et une excellente journée à Dr Leila, puisque c'est la Merci journée. beaucoup. Oui, c'est à le Québec. week-end chez nous. Au revoir. Merci. Bye. Ciao. Bye.